Lela monantai Chekani chinombi cheka sengomoka Bevonita mabele saza kondo kanda Ya firme kundu buzobaje Bantumini Kwela mambu Bantumini mama kwela mambu Namugide ngonda funda funda Kweli kweto kumi deri kwani wa matukina Maman est venue, je l'ai cherché. J'arrive chez Jacopa, il est parti. Ah, où t'en parles, bon Rosani. Je veux prendre la femme, mais la femme est beaucoup de problèmes. Maman, maman. Amen. C'est nos petits. Masangaza Muneso Menoni kuzololo Oh Katerina Azul Flor! Azul, azul! Ilawe! Azul, azul! Ilawe! Azul, azul! Ilawe! Azul, azul, azul! Ilawe! Yebeba! Yebeba! Ilawe ya kego, Ilawe, show me the way. Toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul honneur. Bosonde likambo ya faranga, alibole likambo ya basi, aninga boti ya batoye. Soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi akoki nde kokabola bakoto Mettez le tracteur de l'autre côté. Il y a très longtemps, à l'époque où les animaux pouvaient parler et où les humains pouvaient comprendre leur langage, il y avait donc une grande famine. Et Kaku Ananzé, l'araignée à l'esprit plein d'astuces, a résolu de partir à travers le pays
en quête de nourriture. Il marche longtemps, des jours et des nuits. Il aperçoit enfin au loin une fumée qui monte dans le ciel. Il va donc vers la fumée. Et en arrivant, il voit le génie Aziza, assis autour du feu, en train de manger. Sa longue et épaisse chevelure se hérisse autour de son cou et tombe sur son visage, l'empêchant ainsi de voir. Kakou Ananzé, l'araignée, se rapproche tout doucement du génie Aziza. Et comme le génie ne peut voir ce qui se passe autour de lui, l'araignée se met à voler un peu de nourriture dans le plat du génie Aziza. Quand le génie prend un morceau de viande dans le plat, l'araignée en prend un autre, de façon à ce que sa main ne croise jamais celle du génie Aziza. Bientôt, il ne reste qu'un morceau de viande dans le plat. Et instinctivement, l'araignée tend sa main. Malheureusement pour lui, le génie au même moment tend la sienne. Ce qui fait que leurs mains se croisent. Qui est là? C'est moi, Kakou Ananzé. Je vais te dévorer. Je veux bien, puissant génie. Mais auparavant, laisse-moi tresser ta chevelure pour que tu puisses me voir avant de me manger. Le génie est d'accord. Il s'assoit au pied d'un arbre. Araignée rit sous sa cape et prend les cheveux du génie Aziza. Mais au lieu de les tresser, il s'en sert pour attacher solidement le génie Aziza autour de l'arbre, de façon à ce que celui-ci ne puisse plus faire aucun mouvement. T'es grillé! Maintenant, c'est moi qui vais te dévorer, pauvre sot. Araignée met le feu à l'arbre. Le génie est cuit. Et Araignée le mange. Malheureusement, pour lui, il était déçu parce qu'il avait encore faim. Il se met à examiner les derniers ossements du génie Aziza, à la recherche d'un lambeau de viande oublié. Et pendant qu'il recherche ce lambeau de viande oublié là, un os bien pointu le pique le nez. Le nez de l'araignée enfle et s'allonge. Comment vais-je faire avec cette horrible chose sur mon visage? Parce que sinon les autres vont se moquer de moi. Or, à cette époque-là, les animaux avaient pour coutume de retirer leur nez et de le poser au bord de la rivière ou du marigot avant de prendre leur bain. Kakou Ananzé profite de cette coutume et court très vite se cacher dans un buisson près d'une rivière. Éléphant arrive pesamment. Il vient prendre sa douche. Comme le dit la coutume, il retire sa trompe. Il retire son nez. Il le dépose sur le bord de la rivière. Il entre dans l'eau et commence à se laver. Kakou Ananzé sort de son buisson doucement, doucement, retire sa longue trempe, la dépose sur la berge, prend le nez de l'éléphant et s'enfuit au loin. Le gars, il est parti. L'éléphant sort donc de l'eau après son bain. Et bien évidemment, il va récupérer son bien. Mais malheureusement, après de longues heures de recherche, il ne voit que la vilaine et longue trempe que l'araignée a laissée au bord de la rivière. Il le prend et le met sur son visage. Voilà pourquoi l'éléphant a une longue trempe. Il s'était fait duper par l'araignée. Milima Kanimbia! Merci. Kanamudira Nico. Eh bien, les hommes ont tout consommé, comme disent les enfants de Yamba.
Les hommes ont tout mangé et ne veulent plus s'arrêter. Ils voulaient garder ce qui s'est trouvé chez les autres. Mais, en ce temps-là, les dieux eux-mêmes ne supportaient plus les comportements des humains sur terre. Les eaux ne tombaient plus du ciel. Les plantes ne poussaient plus. Le soleil brillait avec haine sur la terre déjà asséchée. Le roi des hommes partit ailleurs trouver les autres pour leur tenir ce langage dans le noir de la nuit en leur disant Nawadiri yangumbi kanamudiri aniko Nawadiri yangumbi kanamudiri aniko. Le roi des hommes partit ailleurs trouver les autres pour leur tenir ce langage dans le noir de la nuit en leur disant je sais que vous pouvez permettre à cette eau de tomber, sinon mon peuple va mourir. Un long moment se passa. Les paroles qui suivirent lui glacèrent le corps dans un environnement et pourtant si chaud. Oui, et après, à cause de votre gourmandise, vous avez mis le monde à feu et à sang. Et maintenant, comme des grands enfants, vous venez pleurer sur votre existence et sur votre survie. Oh mes dieux, ne nous laissez pas tomber. Dites-nous ce que nous devons faire et nous le ferons. Nawadiri yangumbi kanamudiri aniko Nawadiri yangumbi kanamudiri aniko. Ah les hommes, quand vous êtes au pied du mur, votre cerveau fonctionne. On ne va pas vous laisser tomber, mais voici nos conditions. Vivre est un choix. Mourir aussi est un choix. Donner la chance à nos enfants est un choix. La survie de l'humanité est notre choix. Mais l'exil n'est pas un choix. Si tu choisis de vivre, il te faudra vivre avec les autres et avec le monde. Quand le lion a mal à la dent, il ne le dit qu'à sa femme. Mais quand il a faim, toute la brousse est au courant. Le jour que le monde aura un ventre plus gros que la vie, l'homme périra. Joris Mabiala. Le petit Téressin se posa sous la défense d'un Koro et lui raconta tout effrayé. Hélas, puissant Koro, c'est terrible. Une foule d'êtres noirs à deux pattes est arrivée dans notre pays. Ils possèdent de drôles des objets qui tuent et dévastent tout sous leur passage. Koro sourit. Je connais ces êtres. Ce sont des hommes. Ils ne sont pas très forts. Leurs armes ne peuvent transpercer l'épaisse peau des éléphants. Cependant, peu de temps après, Koro cessa de sourire. Oui, les hommes noirs n'étaient ni très grands, ni très forts. Mais, ils étaient nombreux. Certes, leurs armes ne pouvaient transpercer l'épaisse peau des éléphants. Toutefois, une flèche bien lancée pouvait tuer un éléphant si elle le frappait à l'œil. Les éléphants se trouvaient aux abois. En outre, une terrible sécheresse éprouvait le pays. Les éléphants mouraient de faim et par les armes des hommes noirs. C'est alors que le puissant roi des éléphants rassembla tous ses sujets et leur dit: ces terres ne sont plus bénies des dieux. Nous devons partir d'ici. Nous mourrons de faim et par les armes des hommes noirs. Notre route sera droite comme l'a été jusqu'à présent notre vie.
Nous passerons sur tout ce qui se trouvera sur notre chemin. Que ce soit les marécages ou les hommes noirs. Il n'en reste pas moins que cette terre a toujours été notre pays. Aussi, nous y reviendrons quelques jours chaque année. Le premier mois qui suit la saison de pluie. Ainsi, nos enfants la reconnaîtront. Les vieux et les malades pourront y vivre leurs derniers instants. Ainsi parla le puissant roi des éléphants. Il en fut comme il dit. Le passage des éléphants ressembla à une grande tornade. Des arbres furent arrachés, des champs piétinés, des villages détruits. La force des éléphants était effrayante. Mais chaque année, quelques éléphants continuent à emprunter ce même chemin pour montrer leur ancienne partie à leur nouveau-né. Depuis ce temps, on ne trouve plus de cadavres d'éléphants dans la forêt, car ceux-ci vont mourir près de la rivière Sankourou, là où se trouve leur cimetière. Bien que personne ne connaisse l'endroit exact, même pas moi. Mamie, 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 Ambili Kalimbia, Talamamba, Golden Congo, Amina Leleo, Amina Kalimbia, Elsa, Enduri, Bagabashir. Amina Kalimbia. Tanou avait appris de son père tout, ou presque tout, de la forêt guyanaise. Les cris des animaux, ses arbres, les palmiers. Quant à sa mère, elle, avait enseigné l'art de tisser les hamacs et de confectionner les parures de perles qu'elle portait les jours de fête. Oui, Tanou était digne d'être la femme du plus grand chasseur de la tribu à qui son père la destinait. Aussi, ce matin, pendant que la jeune fille se baignait dans l'eau pure et claire du fleuve Maroni, la jeune fille aperçoit venant vers elle une large pirogue. Elle s'apprête à fuir, mais l'inconnu qui se trouve dans l'embarcation lui crie « Bonjour, ne t'en va pas, je m'appelle Enki. J'habite le village Boni, de l'autre côté de la berge. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Tanou, répondit la jeune fille, tout intimidée. J'habite le village amérindien, et mon carbet est à quelques centaines de mètres d'ici. Sur la berge où Enki la rejoint, les deux jeunes gens restent un long temps à discuter. Le lendemain, ils recommencent. Et jour après jour, ils se retrouvent au même endroit, partageant l'amour de l'une pour la forêt et l'admiration de l'autre pour le fleuve. Les parents finirent par trouver suspect les si longues absences de leur fille. Aussi ce matin-là, quand Tanou décide de prendre le chemin de la rivière, son père la suit discrètement. Arrivé au bord de la plage, il se cache derrière un gros rocher et il attend. Quelques instants plus tard, atterré, il voit sa fille, promise au plus grand chasseur de la tribu, s'ébattre joyeusement dans l'eau avec un inconnu. Il rit et se regarde amoureusement. Le père, fou furieux, n'a plus qu'une idée en tête. Éloigner au plus vite l'étranger. Voilà donc quand Tanou rejoint le carbet familial, son père sans explication lui interdit toute sortie. Quant à Enki, il s'en va voir son père pour lui faire part de ce qu'il éprouve pour la belle amérindienne. Une fois arrivé chez son père, l'ancien fait asseoir son fils et lui explique les rapports difficiles qui existent depuis très longtemps entre les deux peuples. Oublie cette soi-disant belle amérindienne. Oublie-la, oublie-la.
lui conseillèrent son père. Mais, comme on dit chez moi, le cœur de l'homme n'a pas un poignet à l'extérieur. Et donc, Enki est amoureux. Le lendemain, il repart à la plage. Et à sa grande surprise, Tanou n'y est pas. Le lendemain également, ni le surlendemain. Le jeune garçon prend donc son courage entre ses deux mains et se rend au village amérindien. C'est le père de Tanou qui le reçoit. Sans hésiter, il lui fait donc part du proche mariage de sa fille ainsi que du plus grand chasseur de la tribu. Enki reçoit cette nouvelle comme un coup de poing en pleine poitrine. Mais, sûr de leur amour, il lance vivement. « Je t'empêcherai ce mariage! Ce mariage n'aura pas lieu !» Le père, rusé et fourbe, donne alors rendez-vous au jeune homme le lendemain dans la forêt. Enki est ponctuel au rendez-vous. La forêt est vaste et les rayons de soleil lui parviennent à peine. Au loin, les cris intermittents d'un criard ne lui rassurent pas. Un gros serpent chasseur glisse à 2 pas de lui. Il veut bien fuir, mais songe à sa bien-aimée et reste là à attendre le père qui tarde toujours à venir. Subitement, une flèche frappe le jeune homme en pleine poitrine. Tchutchibo, tordu de douleur, il parvient donc jusqu'au fleuve et s'écroule dans l'eau sombre du Maroni. Tanou a fait fi à l'interdiction de son père. Elle court aussi vite qu'elle le peut vers la rivière. Arrivée au bord de l'eau, longtemps, elle crie son bien-aimé. Mais Enki n'y est plus. La jeune fille s'assoit donc au bord de l'eau et se met donc à le pleurer. Imamembole, bondwa 6 mois mukbele mbole, bondwa 6 mois mukbele kuyolo mbongwe mameye. Imamembole. Les larmes de Tanou tombent dans le Maroni. Aussitôt, l'eau s'éclaircit et apparaît Enki, son bien-aimé. Sans hésiter, Tanou plonge dans le fleuve et part rejoindre Enki, son bien-aimé. On raconte que certaines nuits de pleine lune, on peut voir au loin, assise sur un rocher, une belle sirène qui chante l'amour invaincu d'un jeune boni et d'une belle amérindienne. Amame, ya, amame, oh ya, kentwani lele, amame lile. Amirma kanembia. Ambirima kamimbia. Ambirima kamimbia. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Il était une fois dans un coin donné, d'un village donné. Ce matin-là, quand le coq chanta, alors le jour arriva avec tout son lot de problèmes. Alukaye, alukaye lo bankento, tu foueti diri la ngoya mama. Tingiri, 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 tingiri. Alors, le père de Tungu, qui avait toujours cette culture de se réveiller tôt le matin, mais le jour-là ne dérogea pas à la tradition. Non! Il se réveilla tôt le matin et partit devant la case où Tungu, qui est évidemment son fils, dormait encore. Et dit, Coco, 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 Tungu, réveille-toi Tungu, réveille-toi mon fils, va chercher une nasse.
Et ensuite, tu iras dans nos champs de canne à sucre. Et Tungu dit, non papa, non, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Trop c'est trop. Chaque jour, je dis bien, chaque jour. Tungu fait ceci. Tungu fait cela. Je suis fatigué de vivre ici. Je suis fatigué d'entendre cette voix vieille et ridée qui me prend la tête tout le temps. Oui, tout le temps. Je ne suis pas quand même obligé de travailler pour être heureux, bon sang de bonsoir. Si vous, dans votre jeunesse, vous avez galéré, si vous, durant votre enfance, vous avez galéré, mais ne me rendez pas la monnaie. Non, non, je suis fatigué. En tout cas, j'ai pris ma décision et elle est irrévocable. Moi, je dois partir d'ici, je dois disparaître d'ici. Et le père lui dit, Tungu, mon fils Tungu, ne parle pas comme ça. Tu sais, toi, ta bouche risque de te perdre. Tu sais la vie. Hein? Mais la vie est longue, très longue. Et il faut apprendre à laisser passer plein de soleil. Et puis, je suis ton père. Je suis ton père. Tant que je serai en vie, tu devras m'obéir. Car c'est la coutume chez nous au pays bantou. Et tu vous dis, et puis quand encore, coutume ou pas, moi, je vais disparaître d'ici. Dans la noirceur même de la nuit d'un filou. En fait, un filou, c'est le village habité par Tungu et sa famille. Et dans l'ignorance de ses parents, Tungu se fit petit et entra dans une arachide, histoire de disparaître. Alors, tôt le matin, un coq qui passait par là vit l'arachide. Mais le coq, lui, de nature, il aime les arachides. Le coq, lui, de nature, il adore les arachides. Il en raffole même des arachides. Il kiffe à mort les arachides. Alors, le coq avala l'arachide avec Tungu dedans. Mais une civette qui passait par là avait vu le coq. Et dans un silence qui ne peut même réveiller une fourmi, la civette bondit sur le coq et avala le coq. Le grand boa, oui, le gros boa, celui-là même qui rôdait aux alentours du village. Lui, à son tour, avait vu la civette. Et sans même demander son avis, le boa bondit sur la civette et avala la civette. Donc, vous comprenez très aisément que l'enfant était dans l'arachide. Et l'arachide était dans le ventre du coq. Et le coq lui-même se retrouvait dans le ventre de la civette. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, la civette elle-même se trouvait dans la grande panse du boa. La civette elle-même se retrouvait dans le gros ventre du boa. Et là, pour être plus que caché, on ne pouvait rêver mieux. Alors, le lendemain matin, tout le village partit à sa recherche. Au nord, on criait le nom de Tungu. Tungu, où es-tu? Et on le cherchait partout. Au sud, on criait le nom de Tungu. Tungu, où es-tu? Et on le cherchait partout. À l'est, on criait le nom de Tungu. Tungu, où es-tu? Et on le cherchait partout. À l'ouest, on criait le nom de Tungu. Tungu, où es-tu? Et on le cherchait partout. Dans tous les quatre coins du village, on cherchait Tungu. Et Tungu était introuvable. Mais tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Les villageois, non, pas du tout. Les villageois ne se sont pas arrêtés par là, non, pas du tout. Tu parles. Les villageois sont même partis le chercher au cœur de la forêt interdite, en se disant, oh les jeunes. Les jeunes, quand ils sont en crise, ils aiment transgresser les interdits. Mais hélas, Tungu demeurait introuvable. Mais en fin de compte, les sages du village, les sorciers du village, dirent qu'il finirait bien par revenir celui-là. Oui. Parce que selon les sages du village, selon même les sorciers du village, s'il lui était arrivé quelque chose, eux, les sages du village, ils auraient vu des signes. Parce que, selon les sages, là où l'eau passe, l'humidité ne manque jamais. C'est-à-dire, Rora Bagamamba, Chototo, Katimanga Kako. Rora Yokelaka Mamba, Chototo, Katimanga Kako. Et si Kama Elekaka, moi, Malili et Zangakate. Kana côté moi, Maske Lutaka, moi, ma Didi, qui manquait que fait. Mais les jours passèrent. Les semaines passèrent.
sans aucun signe de présence du garçon. Mais le ventre, lui, qui n'attend pas, a commencé à réclamer son dû. Et le père de Tungu, qui, lui, ma foi, n'avait pas oublié qu'il faut continuer à vivre pour les enfants qui sont restés et qui sont bien vivants, prit son coupe-coupe, partit dans la forêt pour demander aux ancêtres de quoi nourrir sa petite famille. Petite famille. Petite famille, tiens, c'est juste une façon de parler. Parce que avec toutes les bouches qu'il avait à nourrir chez lui. Mais le père de Tungu, chez lui, c'était tout un village gaulois. Et il n'y manquait que les sangliers. Mais, arrivé dans la forêt, malgré son intelligence, malgré même sa grande connaissance de la faune, trouver à manger était aussi devenu rare. Bon, en fait, comme le développement du continent africain. Mais après avoir parcouru une grande distance sans rien trouver, le père de Tungu s'arrêta dans un coin de la forêt et dit « Tiens, oh, mais qu'est-ce que je vois là-bas ?» Il voit un tronc d'arbre qui bougeait. Un tronc d'arbre qui respirait. Alors, avec un air de stupéfaction, il s'exprima à petite voix. Oh, oh, un grand boa, un gros boa. Alors, avec toute la discrétion du monde, il sortit de sa gibecière son coupe-coupe, s'approcha de la bête, mais avec 1000 précautions. Mais oui, mais parce que lui, il pouvait voir le reptile, mais sans être vu en retour par le reptile. Alors, dès qu'il s'en approcha, dès qu'il fut tout près de la bête, avec toute la force du monde, son coupe-coupe sous le corps de la bête, Kamata, tia! Il mit le serpent KO et s'exprima à vive voix. Oh, un véritable travail de peau. Là, j'ai à manger pour toute une semaine. Alors, avec son coupe-coupe à la main, il esquissa quelques pas de danse tout en chantant. Mais je préfère manger la chair et ensuite balancer les os. Je préfère manger la chair et ensuite balancer la soupe. Je préfère manger la chair et ensuite balancer la sauce. Alors, avec son coupe-coupe, il ouvrit le ventre du serpent, mais fut surpris de trouver à l'intérieur du ventre du serpent un autre animal, une civette. Oh, merci, merci mes ancêtres pour m'avoir donné de la nourriture en grande quantité. Il ouvrit le ventre de la civette. Et il fut surpris encore de trouver à l'intérieur du ventre de la civette un autre animal, un coq. Oui, mais un coq presque vivant. Alors, comme dans du beurre, la lame de son coupe-coupe partit dans le ventre du coq qui mourut aussitôt sans douleur. Alors, une arachide tomba du sang de la volaille. Oh! Mais une arachide qui attira l'attention du vieux père. Il la prit, la décortiqua pour savoir de quelle saison elle était cette fameuse arachide. Mais en décortiquant cette arachide, le père fut surpris, alors très surpris, de retrouver à l'intérieur de cette arachide son propre fils, son propre enfant. Et dit, oh mon petit, mon petit, oh, mais tu nous as fait peur, tu nous as fait très peur. Tiens, mais au fait, comment tu as fait pour te retrouver dans le ventre de cette chaîne alimentaire? Et le père lui dit, papa,
si je m'en vais vous raconter cette histoire, je risquerais de la finir la saison prochaine. Alors le père lui dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon fils, mais tu sais qu'on t'avait cherché partout. Oui, je dis bien partout. Mais les sages du village nous avaient conseillé d'être patients. Parce que, selon les sages du village, quelle que soit la longueur de la nuit, ben, le soleil finit toujours par réapparaître. Mais, dit le père, mais regarde toute cette chair que nous avons. Nous avons le boa, nous avons la civette, nous avons le coq. Va au village, va chercher une marmite et du sel. Comme ça, à ton retour ici, dans la forêt, nous allons la faire cuire ici sur place et il nous sera très facile, très simple de transporter tout ce gibier-là de la forêt jusqu'au village. Mes très chers amis, pour la toute première fois, Tungu dit à son père, oui. Oui, papa, avec plaisir, car j'ai vraiment faim et je veux manger de la viande fumée. Et le voilà qui part en direction du village. Weke 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 weke. Arrivé au village, il arrive chez lui. Mais en arrivant chez lui, il entend des pleurs, des cris, des chants. Mais pas n'importe quelle chanson. Pas de la rumba, pas de l'afrobeat, pas du reggae. Mais les genres de chansons que nous chantons généralement quand nous perdons un être cher dans notre entourage ou dans notre famille. Du genre nani kunzondila emukanda nani kunzondila emukanda toto waswe kabidiri bya bantu mama ngori yamfana kueshiridi comportement zabenonchoni boza beto zasobe. Plus loin encore, les petits enfants étaient en train de jouer à leur jeu favori. D'autres étaient en train de jouer au jeu de Binasawe, Binasawe, Binangalenga, Binasawe, Binangalenga, Adelphine Nyamale Katuka, Adelphine Nyamale Patuka, Pago, fille, oh Marie, regarde ça, Pago, fille. Et plus loin encore, d'autres étaient en train de jouer. Plus loin encore, d'autres étaient en train de jouer au Fatoufa. Au Fatoufa, maman Fatoufa. Kingo Fatoufa. Kingo Fatoufa. Kingo Fatoufa. Et derrière la maison, ses frères à lui étaient en train de danser mon pacho. Motaki Manzunguye. Toujours en voyant l'atmosphère qui régnait au village devant son père, il prit la main de son père et lui dit, papa, demain j'irai à la rivière voir les nasses et ensuite j'irai dans nos champs de canne à sucre voir les pièges à porc-pic. Et son père lui dit, oh, ce n'est pas grave mon fils, comme tu veux. Et c'est la fin de notre histoire, Tungu le petit mystique. Merci. Et Fatimata, amour à moi. Et Fatimata, non, Fatimata. Quand elle arrive à Dakar, elle habite Kozalmadi. Tout cela pour m'impressionner. Je suis tombé malade, oh. Voilà moi traumatisé. Non. Angelou
fikie. Oh, dilulu. Mauni pesa oye. Para fikie. Oh, dilulu. Asingai chérie. Ah, Luketo Amunwe. Nakolala teo. Kolia malamu teo. Nakali komanda seo. Umeuna! Fumula mfumu! Fumula mfumu! Merci! Merci! Chez moi on dit Ubaouna wena meso. Sila est la plus belle des jeunes filles de Yamba, mon village. Belle. Elle était tellement belle que tous les villageois parlaient de sa beauté. Le père était mort à la naissance de sa fille. Dans le village, tout le monde était vraiment déçu. Car devant la beauté de cet enfant nouvel-né, son père pourrait être élu comme l'homme qui allait fournir des belles filles au village pour les générations futures. Hélas, une fois de plus, la mort s'est mêlée de ceux qui ne la regardaient pas. Un matin du gros bonheur, car l'un de ses fils venait d'être circoncisé après avoir bu toute une dame Jeanne de Nsamba, pardon, ce qu'on appelle le vin de palme en français. Comprenez-moi, c'est un villageois. Il avait ressenti un mot de tête. Et après, il avait bouffé son acte de naissance. Comme on dit chez moi, embrasser la mort, aussi traite que le traite. Comme on dit chez mon autre, chez moi, ici. Joris Mabiala. Isabella. Papa epainga nazali Isabella. Kutuke Moïse ko la bambula pe basanza seko kanisa. Atongo na keimba na libongo ya baza. Nabaki miso na ngambo ya Kinshasa. Eno na loti yo sali Maria jona moto susu. Azali ko banda joli iza soki ya solo. Suka wapie kosala koboni moto sangana. Ambilima Kanimbia! Ambilima Kanimbia! Talamamba! Talamamba! Talapena Nkuni. Je vais vous raconter l'histoire de Zengamambu, un homme dont lequel le nom est prononcé et c'est un chaos dans tout le village. Ambilima Kanimbia! Un homme qui coupe les problèmes comme on coupe le manioc avec un couteau. Ambilima Kanimbia! Écoutez cette histoire qui va vous donner la chair de coq. Ce matin-là, le haut dignitaire misère Vunguti est venu engager Zengamambu, dont la réputation n'était plus à faire pour un travail particulier. Il devait jeter le mauvais œil à Malonga Césaire, un ministre qui lui avait pris sa femme, pour qu'elle soit sa 50e femme. Il avait demandé à Zengamambu de l'effacer de la circulation avec un palu carabiné ou des calculs rénaux. La nuit suivant le rituel, au moment où les comptes sont interrompus, le Nganga passa tout son temps dehors à faire tous ces gris-gris pour assurer la sécurité du grand chef. Zengamambu dessina par terre avec son sang et celui des divers animaux et chanta dans sa langue étrangère. Le ministre savait dans la nuit, ses opposants viendront dans leur avion de sorcier qu'on appelle chez nous Hermakanda.
Fabriqué artisanalement avec des roseaux et des bambous du poule. Qui sont invisibles à l'œil nu et que seul un sorcier puissant et très avisé peut le détecter. Avant même que monsieur le ministre n'ait eu le temps de prendre son plat cassoulet importé par un grand producteur chimique de Chine, qu'un chat noir, sans permission, ni mandat, fit son apparition dans la licencieuse et luxueuse villa du grand chef. Et là, panique à bord. Panique à bord. Zanamambo put le sacrifier, le préparer et le servir comme repas le lendemain. Pourquoi avoir pendu le chat? Eh bien, il ne faut pas oublier que seul un Noki sait comment en tuer un autre. Comme le fait le gros chef qui mange les mangalas brisés de ses opposants. Nafiou. Et il ne faut pas oublier aussi le proverbe qui dit « Vaut mieux être craint qu'être aimé ». Petit ou grand dans le continent noir, n'oubliez jamais que Zengamambo est là, le Mbangala existe. Joris Mabiala. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui m'aime, que j'aime, qu'on aime. Elle me fatigue. Tu as vu l'heure? Mince. Tu as vu l'heure? Bref. Elle me contrarie fortement. Vraiment agaçante. Ma conviction d'aimer pour toujours avait occulté ce côté pénible. Je l'ai quitté un jour. Je suis parti. Constipé. Mais pour déféquer. Je me suis trouvé contraint de revenir. Pourtant, elle m'en kikine vraiment. Tu as vu l'heure? Amaoulé, Amaoulé, Idéa, Anga, Aléla. Amirna Kanemia. Je reçois ma biala. Je vous Écoutez cette histoire d'un petit plein de bon sens. Il était une fois dans un petit village, tout près d'un grand fleuve, vivait un jeune homme au bord du fleuve qui s'appelait Sidiki. Un jour, le roi Kabeto de ce village demanda à tous ses enfants de leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient jamais encore vu. Les enfants demandent l'aide de leurs parents et chaque famille partit à la recherche d'un objet insolite. Sidiki, lui, demanda simplement à ses parents de l'accompagner chez le roi. Botaramona. Ses parents intrigués lui demandaient alors: mais mon fils, que vas-tu apporter chez le roi? Sidiki dit à son père ce que le roi n'a jamais vu. Son père ici se met quoi? On peut parler comme ça? Dis-moi c'est quoi? Sidiki dit: surprise papa. Le jour des présentations arriva. Et chaque enfant partit devant le roi lui présenter quelque chose qu'il prenait pour un trésor.
Malheureusement pour eux, Laura Kabeto avait déjà vu toutes ces choses. Oui, il avait déjà tout vu. C'est le tour de Sidiki. Il se compte devant le roi. Il est même vide. Mais le roi lui dit, mais mon fils, que m'as-tu apporté? Là où il y a tout ce monde, beaucoup de gens. Non, ma pas ah, mais attends. Que m'as-tu apporté? Sidiki dit au roi, rien de spécial. Rien de spécial. Mais, j'ai une question à vous poser. Sidiki dit au roi, mais... Attends. J'ai rien, mais j'ai quelque chose à vous dire. Laissez-moi le temps. Vas-y, mon fils. Pouvez-vous me montrer mes parents parmi les habitants ici présents? Le roi Togo Djimoutala, mais... Vraiment, je crois que tu n'es pas dans ce quartier. Sidiki dit au roi, mon roi, sans vous offenser, vous me répondez une question par une question, alors que moi, j'ai besoin de la réponse à ma question posée. Je lui dis, pouvez-vous me montrer mes parents parmi les habitants ici présents? Le roi dit à Sidiki, je ne connais pas tes parents. D'ailleurs, je pense même que je les ai jamais encore vus. Sidiki dit au roi, vous êtes sûr? Le roi ajouta, sûr et certain. Sidiki appela sa mère, son père, les présenta ainsi au roi. Le roi comprit que Sidiki était plus intelligent que tous ses enfants réunis. Et comprit aussi qu'il ne connaissait pas tous les habitants de son village. Depuis ce jour, on raconte que chaque villageois va remercier Sidiki, l'enfant plein de bon sens. Joris Mabiala. Elle est passée haut, tous les matins elle est passée haut, par l'avenue des Français, habillée super et de wax, Nama papa ma bi dak dak, arrive à maison elle est dende, yo mona maman bolingo nanga. Elle s'appelait Sabine. Sabine, c'était la plus belle des femmes ou des filles de ce village-là. Elle était Sabine. C'est normal, puisqu'elle était belle. Elle avait des cheveux qui arrivaient jusqu'au talon. Et quand elle marchait, ça faisait Etcheke, Etchaba. Etcheke, Etchaba. Tous les jeunes garçons de ce village-là, ils étaient amoureux. C'est vrai qu'elle était belle, mais elle s'appelait Sabine. Et Sabine, chaque matin, elle passait sur l'avenue de France comme une Sabine, mais elle marchait, etcheke, etcheke. Juste à côté, il y avait un jeune homme qui habitait par là, et lui s'appelait Kiyolo. Kiyolo, c'était le garçon qui, chaque matin, quand il se réveillait, il ouvrait sa porte et il regardait de loin. Et Sabine qui arrivait, elle est passée haut, tous les matins elle est passée haut, par l'avenue des Français, habillée super et de wax, arrive à la maison, elle est dende. Ah, elle est belle, Mais Kiyolo était celui qu'on appelait dans le quartier le Yuma. Celui qui n'était pas courageux, celui qui ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un et lui dire « Vous êtes belle, j'ai envie de me marier avec vous ». Mais il n'avait pas ce courage-là. Alors il s'est dit, une décision,
c'est qu'il fallait faire un voyage, aller chercher un féticheur afin de trouver un fétiche pour faire tomber le cœur de Sabine. Alors il dit, décision pour moi, Sabine, il faut la troubler, hein. Faut la troubler, hein. Dans la bouteille de Moussele Ben de Mam, y'en a féticheur, hein. Il faut passer par Mouillon si aïe ma mère. Il avait pris sa décision, il s'est dit, je vais voir le féticheur, mais les féticheurs, les bons, les meilleurs, les plus forts, il faut seulement les trouver à Mouillon aussi. Alors, il s'est dit, je vais faire un voyage. Ça va coûter tout ce que ça va me coûter, mais il faut que j'aille voir le plus grand féticheur. Alors, il a pris tout son courage. Il a attendu ce jour-là que Sabine passe d'abord. Et pendant que Sabine était en train de passer, lui, là où il était, il s'est dit, un matin, Sabine, elle est passée, oh, oh, par l'avenue de France, hein, habillée super de wax, hein, maman, papa m'a dit dac, dac, hein, na rouge lèvre, hein, na sac un peu noir, hein. Le corbeau. Alors il a couru jusqu'à la gare. Mais pour aller à Mouyosi, il faut prendre un train. À l'époque où il y avait des trains. Alors, Kiolo, il a pris son train, il a fait son voyage. Il est arrivé à Bouansa. Et à Bouansa, c'était le carrefour où il fallait prendre le bus qui allait l'amener à Mouillonzi. Et à Mouillonzi, il fallait encore prendre un autre bus qui allait l'amener chez le plus grand féticheur, mais qui habitait à Kolo. Et quand il arrive à Bouansa, il a continué sa chanson en disant « J'ai pris le train, moi j'arrive un peu à Bouansa. Hein. J'ai pris le carré pour Mouillonzi. Hein. Arrivé à Mouillonzi. Hein. J'ai pris le carré pour Kingwala. Hein. Je suis arrivé jusqu'à Kolo. Hein. Et là, le féticheur était là et dit « Bonjour féticheur, bonjour féticheur. » Le féticheur le regarde et dit « Tu es venu pour me voir. Hein. Tombe-toi le cœur. Hein. Pose ton problème. Oh, oh. Il m'a dit, je suis venu pour Sabine. Hein. À mon cher, il faut la troubler. Hein. Dans la bouteille de Moussele Ben de Maman. Le féticheur lui dit, il n'y a pas de problème. Féticheur lui dit, tombe-toi le cœur. Hein. Il n'y en a pas de problème. Hein. Souffle bouteille de ploum ploum. Hein. Dinga makamo mankorankwata. Les cheveux de... Alors, il a dit, mais où est-ce que je vais trouver? Où est-ce que je vais trouver? Il dit, tu vas trouver. Et surtout, trouve-moi les cheveux d'un albinos. Hein. Le cœur de l'hirondelle. Hein. Tu me donnes 30 000. Et lui, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il avait son argent, il a fait sortir, il a donné sur le féticheur. Et le féticheur lui dit, féticheur lui dit, 3 jours sans te laver. Hein. Tombe-toi le cœur. Hein. Le féticheur, il ouvre sa cabane, il joue un peu de tam-tam, il invoque les ancêtres, et les ancêtres sont arrivés, il a pris une lame gilette, il lui a coupé, les mains, tsac, 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 tsac. Le féticheur lui dit, ce que je te mets là, hein. On a fait Moutimawaku. Il n'y a pas de problème. Hein. Le féticheur, il prend sa gilette. Hein. Il lui coupe les gilettes. Hein. Il frotte le fétiche. Hein. L'amour est rentré dans le corps. Hein. Il était content. Mais le féticheur lui dit, attention, tu vas repartir chez toi. 3 jours sans te laver.
Surtout le manioc, il ne faut pas manger. Alors, Le makayabu, il ne faut même pas regarder. Le ngulumako, il ne faut pas manger. alors. Et lui, il a dit, merci fétichere, tombe-toi le cœur. Ouvre-moi de ma main. Il a repris son train, il est reparti sur Brazza. Et là, il arrive. Ce matin-là, il était prêt. L'amour était dans son corps. Il était sûr de lui que cette fois-ci, Sabine, dès qu'elle va passer, je vais juste dire, Sabine, je t'aime. Elle va s'arrêter, elle va dire oui. Et ce matin, Sabine Nango, elle est passée par l'avenue de France, habillée super de wax. Maman, papa m'a dit dac dac. Non, c'est comme un noir. Sabine, je t'aime, Sabine. Alors, Sabine, elle a fait juste ça. Ah non, c'est pas ce que vous croyez. Sabine, elle avait dit oui. Ils se sont mariés et ils ont eu une fille. Une fille belle comme Sabine. Avec des longs cheveux. Moi, bébé, elle était encore bébé. Hein. Mais quand tu l'as regardée, de toi-même, tu te disais, Mwana Ubokakula. Elle était belle. Et la maman, elle était toute contente. Et Kiyolo, pareil. Kiyolo, lui, ne jurait que sur sa fille. Mais il y avait un problème. Dans ce couple-là, il y avait un chien et une chèvre. Pendant que Kiyolo et sa femme partaient travailler au champ, le chien et la chèvre, ils foutaient le bazar dans la cour. Ça grattait partout, ça renversait tout. Tout était bouleversé, mais c'était une pagaille, mais organisée. Et là, quand le couple revenait du champ, ils se rendaient compte qu'il s'est passé quelque chose. Vérification faite, c'était le chien et la chèvre. On ne savait pas ce qui se passait. Tout était renversé, tout était détruit. Mais ce matin-là, Kiyolo dit, bon, cette fois-ci, on va repartir au champ, mais on va amener avec nous et le chien et la chèvre et notre fille. Tous, ils sont partis au champ. Arrivés au champ, Sabine, comme d'habitude, elle avait pris son joli bébé qu'elle avait posé à l'ombre d'un baobab et la voilà partie pour travailler. Quant à Kiyolo, lui, il avait attaché le chien et la chèvre juste à côté. Et la femme, Sabine, elle a pris la houe, elle commença à travailler comme d'habitude. Elle travaillait, elle tournait la terre comme d'habitude. À un certain moment, elle s'est sentie un peu fatiguée. Elle se dit, je dois retourner voir ma fille et boire un tout petit peu avant de reprendre. Quand elle avait tourné là où elle avait laissé sa fille, il y avait un problème. Et elle ne s'est pas retenue. Elle a poussé un grand cri à faire trembler toute la brousse. Et le bruit était parti partout. Et le mari qui était en train de faire la chasse pour trouver quelques cobayes à manger, il était arrivé en courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Et elle avait pleuré parce que ce qu'elle avait vu là, elle n'avait jamais vu ça de toute sa vie. Et le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le mari, en écoutant sa femme dire, dans sa tête, il s'était dit, va dire mais lui cherchait à savoir qu'est-ce qui se passait. Mais la femme, vous savez, hein, quand on est belle et qu'on arrive dans des situations comme ça, les cris, ça va de partout, tu ne reconnais plus ta propre femme.
Elle qui était belle, elle qui avait fait troubler le cœur de Kiyolo, il ne comprenait plus rien. Et la femme, après ça, après tous ces cris, elle a fini par dire, là, oh, et le mari, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa fille, c'est vrai, mais c'était quoi le problème? Il s'est retourné, il a regardé. Là où Sabine avait déposé sa fille, il y en avait maintenant 3. Ah, danger. 3 filles. Il dit, il ne connaît plus ma fille. Parce que toutes les 3 filles, elles étaient habillées pareil. Le mari l'a dit, ne t'en fais pas. Je reconnaîtrai ma fille parce qu'elle a un bouton noir ici, là. Ne t'en fais pas, ne pleure plus. Maintenant, calme-toi. Le mari s'est approché, il a bien regardé sa fille, mais finalement, toutes les 3 filles, elles avaient des points noirs ici. Alors là, ça devenait compliqué. Kiyolo, il a dit, bon, on se calme, pas de panique. On prend toutes les 3 filles, on les amène au village et on va s'en occuper au village. Ils ont pris les 3 filles qu'ils avaient amenées au village et finalement, ils ont élevé les 3 filles jusqu'à l'âge du mariage. Mais chaque matin, la femme, Sabine, elle se rappelait toujours de la chanson fétiche de son mari. Elle est passée haut, tous les matins, elle est passée haut. Par l'avenir des Français. Nama papa ma bidak dak. Nasaka meya noire. Vive maison, elle est dende. Les filles, elles avaient pris l'âge, c'était l'âge de se marier. Il y avait une qu'on avait épousée dans l'autre village, l'autre aussi de l'autre village, et toutes les filles, elles étaient chez leur mari. Une année après, Kiyolo a dit à Sabine, mais nos filles, elles se sont mariées, ça fait bien une année, il faut qu'on aille les voir. La femme toute contente, elle a fait son sac, Kiyolo pareil, et les voilà partis pour aller rendre visite à leurs filles. Mais toutes les filles n'habitaient pas dans le même village. Il y a eu la première dans le premier village. Dès qu'ils étaient arrivés dans le premier village, là, le beau-fils, il était tellement content qu'il était arrivé en courant. Il dit, « Oh, papa, ah, venez vous asseoir, asseyez-vous. » Et le père et la mère, ils avaient mangé, ils avaient bu, et le beau-fils était tellement content qu'à la fin, il a dit, « Papa, maman, vous avez fait un bon travail. Votre fille, là, non, vous l'avez bien éduquée. Et en plus, elle est belle, elle fait bien la cuisine, elle fait tout bien. Donc votre fille, là, c'est vraiment une fille. Moi, je suis content d'avoir trouvé une belle femme, la femme la plus belle du monde. Mais papa, il y a un petit souci quand même. Bon, c'est pas grave, mais il faut que je vous le dise quand même. Votre fille, là, hein, je ne sais pas si elle adore la salade, mais c'est compliqué. Elle adore tellement le sakasaka, même quand on a préparé la marmite du sakasaka, une fois qu'on a fini de manger, elle s'en va dans la poubelle pour manger les tiges de sakasaka qu'on a jetées dans les poubelles. Je dis, mais attends. Et le père a regardé, il a regardé sa femme, il a dit, t'as vu? Mais il ne pouvait pas dire ça. Il a gardé ça au fond de lui et ils ont continué leur voyage. Arrivé dans le deuxième village, et là, même traitement, pareil. Le beau-fils, papa, j'ai de la chance, j'ai eu la chance. Mais vraiment, votre fille là, vous l'avez tellement bien éduquée que chez moi, je suis comme un prince. Tout ce que je demande, c'est fait. Mais il y a un petit souci quand même, papa. Votre fille, je ne sais pas, hein, mais elle adore la viande. Quand
quand on a préparé la viande, moi je préfère manger la chair, mais elle, quand on a fini de manger la chair sur la table, elle s'en va dans la poubelle manger les os. Le père a regardé sa femme et a dit, ben, oui, non. Et il n'y boit. Ça, c'est le chien. Mais quand ils sont arrivés dans le 3e village, et là, ils étaient surpris de voir 2 petits garçons en train de courir. Pépé, pépé, pépé. Et le mari, il a regardé sa femme, il a dit, bon, tu as vu? Notre fille, elle est là. Et depuis ce jour, le père et la mère, ils ont gardé leur secret. Ils n'ont rien dit. Et c'est resté dans la famille. Vous aussi, tout ce que vous allez faire ici, il faut que ça reste dans la famille. Ne dites rien à ceux qui ne sont pas venus. Merci. Bon, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre nuit du conte. C'est magnifique. On a essayé de faire ce qu'il fallait faire à Nzo. Et Nzo nous a bien répondu, car maintenant nous sommes à Côte-Matev, raconteur à Côte-Matev, donc des montagnes de Kabylie jusqu'ici à Côte-Matev. C'est incroyable, hein? Bon, il y a même une grande pensée à Bass, notre défunt, mais un artiste ne meurt pas, puisqu'il est toujours avec nous. Ainsi bat le cœur des enfants d'Afrique, qui est devenu l'hymne des racontars au Congo. Merci Titi. Nous sommes des enfants d'Afrique. Aïe 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 aïe. Oh Malembe. Nous sommes les enfants d'Afrique, les pieds très noirs, le cœur est pâle et les yeux grands ouverts. Aïe 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 aïe. Oh Malembe. Nous sommes des Enfants d'Afrique, les pieds très noirs. Merci mesdames et messieurs, c'est voilà qu'on termine. Bon, maintenant on va construire le programme de demain ensemble. Demain, il est sûr que déjà à 16h, chez M. Mbani, on commencera avec une conférence avec M. Blaise qui va nous parler de Bouetambongo. Nous sommes les enfants d'Afrique, les pieds très noirs, le cœur est pâle et les yeux grands ouverts. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe.